Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 15. Des effondrements économiques. Vers un effondrement systémique. Tout le système s'est effondré, les fonds spéculatifs, les banques occultes, les produits dérivés. On a encore du mal à comprendre comment les rois de la finance et les banquiers sont parvenus à se partager les profits, en laissant faire payer leurs pertes par les simples citoyens, déjà victimes de leur veulerie. La crise financière s'est produite à cause d'une défaillance volontaire des systèmes de régulation des marchés financiers. Il convient de comprendre qu'un marché financier est conçu pour faire gagner de l'argent. Sauf qu'il s'agirait plutôt d'un grand casino. La goujaterie des opérateurs du marché consiste à devancer ses partenaires en termes de choix pertinents. Le système central des spéculateurs, shadow banking, ou dark pool, œuvrant sans aucun contrôle en dehors des lois et des règlements sont en corrélation avec les paradis fiscaux, les fonds spéculatifs et les banques d'affaires. La dérégulation des finances aboutit immanquablement à la spéculation, de type casino, avec tous les risques liés à ce jeu. On peut, là aussi, parler de monopoly. La croissance économique et la prospérité des États proviennent également de la croissance immobilière. Il était alors devenu trop tentant d'organiser un schéma de fraude. C'est ainsi que s'est constitué un modèle de distribution de prêts d'argent à l'immobilier, pour des gens répertoriés insolvables. Bien évidemment, ces organisateurs véreux, d'un tel marché de dupes, savaient pertinemment que le remboursement des montants empruntés ne pourrait jamais en être effectué. Ce sont des prêts, appelés fictifs, et particulièrement frauduleux, permettant temporairement de « booster » provisoirement le marché immobilier. Ce procédé s'appelle une bulle spéculative. Il y a, parallèlement au lancement d'un tel marché, des manipulations comptables, permettant de masquer les arnaques. Mais, comme il s'agit d'une organisation criminelle, l'opération englobe des entreprises criminelles servant au blanchiment du crime organisé. Ce sont des conglomérats, agissant dans tous les sens, et criminogènes, aux comptabilités truquées, au blanchiment de l'argent du crime organisé, aux corruptions tous azimuts, et aux fraudes fiscales.
Volontairement, dans un premier temps, la décision a été prise de bloquer les salaires et les revenus des classes populaires et des classes moyennes. Dans le même temps, une illusion de la richesse est toujours octroyée à ces couches sociales. Il suffit, pour cela, de les pousser à l'endettement cumulatif, afin de cacher les inégalités de revenus et de salaires. Les revenus ne progressant pas, l'acquisition des biens immobiliers et mobiliers se fait par l'emprunt à outrance. Le piège à pauvres s'appelle l'accession à la propriété, pour tous. Quel que soit le niveau social et quelle que soit l'importance financière de l'acquisition, les sociétés de prêts hypothécaires ont instauré un modèle de distribution quantitative, à l'inverse d'une distribution qualitative, à diverses catégories de population, spécifiquement ciblées. Les classes moyennes, les classes pauvres, les classes émigrantes, les personnes âgées et les handicapés ont ainsi été visées. Le système, Mortgage Lenders, est alors étendu à Mortgage Brokers, pour aller prospecter les ménages ciblés, par tous les moyens, afin de réaliser un marché artificiel. Ce système a été instauré, dans un second temps, en dehors de toute règle déontologique. Des agents démarcheurs, dépourvus de toute compétence particulière dans ce domaine de recrutement, sont ensuite dispersés sur le territoire national. C'est ainsi qu'ont été constitués des centaines de milliers de dossiers de prêts hypothécaires, comportant des fraudes, avec abus de confiance, abus de faiblesse et défauts en écriture ou faux par omission. Et cela, à la seule fin de faire passer chaque dossier. Une telle situation n'est évidemment pas vivable dans le temps. Pour la maintenir en l'état, toujours artificiellement, il a suffi de créer de la valeur aux maisons achetées, afin de permettre à ces nouveaux propriétaires de pouvoir emprunter, la valeur nouvelle, des nouveaux montants de remboursement. Un banquier doit tenir compte, avant d'accorder un prêt, des capacités de remboursement d'un emprunteur, en corrélation avec la valeur de la maison. Les organisateurs de cette arnaque savaient parfaitement que les acheteurs, pigeonnés, seraient rapidement étranglés et se retrouveraient dans l'incapacité de payer leurs échéances. Dès le début, ces démarcheurs savaient pertinemment qu'il ne serait pas possible à ces personnes de faire face aux charges de remboursement de leurs emprunts, alors en totale inéquation avec leur niveau de revenus. Les financiers savaient aussi qu'ils allaient pouvoir expulser, saisir, récupérer les maisons et les revendre aux enchères. Ils ont appelé les montages financiers occultes, qui en ont découlé, des titrisations, CDO, de la spéculation immobilière. Cela permettait aux experts en la matière, d'extraire les produits spéculatifs à risque, afin de pouvoir les revendre, une fois cachés dans des montages financiers. Des titres financiers apparaissaient, ensuite, en lieu et place des produits financiers et revendus sur les marchés financiers. Les dettes avaient ainsi disparu. Il n'y avait plus, de cette façon, de responsabilité juridique ni financière à assumer. Les bulles immobilières sont ainsi volontairement manipulées. Les contre-coups ont été désastreux pour l'ensemble des systèmes économiques des États et surtout pour l'Europe, par voie de conséquence. Cela n'est pas, non plus, un hasard. Le renflouement des banques, consécutif à ces faillites, et pour les sauver de la fermeture a été appelé un aléa moral, suivi d'une totale impunité pour les fraudeurs, ce qui est encore plus choquant. Le processus d'utilisation est simple, il suffit de privatiser les profits et de socialiser les pertes, pour les faire payer par les contribuables. Les instigateurs s'enrichissent pendant qu'ils font s'appauvrir davantage les pauvres. De très graves complicités ont été à l'origine du désastre. Les conflits d'intérêts étaient énormes et à l'échelle planétaire. Ainsi les agences chargées d'établir la notation des produits financiers, mis sur le marché, étaient payées par les donneurs d'ordre eux-mêmes. Cela fait évidemment désordre. Ces agences étaient, indépendamment, mais corollairement, également chargées de la création des produits qu'elles étaient ensuite chargées de noter. Cela s'appelle un écran de fumée. Des groupes d'individus, à l'éducation supérieure, emploient les meilleurs professionnels de la finance du monde. Leurs actions, anodines en apparence, corrompent dès que nécessaire, afin de parvenir à finaliser leur monopoly. Ils manipulent tout et tout le monde, pour leurs seuls intérêts cupides. Aucune investigation,
qui permettrait de les démasquer n'est envisageable, ils détiennent les pleins pouvoirs. Le nom d'une telle organisation s'appelle une oligarchie, ou une plutocratie mondiale, ou encore, une arrogance incontrôlable. Et le système continue et continuera, longtemps encore, à fonctionner de cette façon. Vers une nouvelle crise. Se pourrait-il qu'il y ait à nouveau une crise financière à partir d'une nouvelle dérive bancaire? Une crise financière se produirait lorsqu'il y a beaucoup d'argent investi à partir de faux prix. C'est-à-dire que lorsque de l'argent est investi dans un prix, considéré comme constant, qui risque ensuite de s'écrouler ou de changer, les personnes ayant fait confiance seront alors ruinées. Ou est-ce qu'il y a des faux prix dans le monde, exclusivement en Europe, avec l'euro qui a contraint à définir un faux prix pour la monnaie, parce que cette monnaie a deux prix. Le premier étant le taux d'intérêt, qui établit une relation avec le futur, le second étant le taux de change qui précise ce qui doit être produit à l'intérieur et à l'extérieur. En conséquence, une future crise financière pourrait plus facilement s'établir à l'intérieur de la zone euro. Les taux d'intérêt sur l'épargne des ménages ou de celui des entreprises auraient été instaurés, selon la théorie économique, pour permettre une compensation sur l'incertitude du futur, cela serait une prime au retard de consommation. Or, les taux d'intérêt actuels sont négatifs dans l'Europe de la zone euro, depuis environ 4 ans, cela signifierait, philosophiquement, que le futur serait plus certain que le présent. Il s'agit là, évidemment, d'une totale aberration puisque le futur ne peut, en aucun cas, être plus certain que le présent. En conséquence, la Banque centrale européenne, qui maintient des taux d'intérêt négatifs, est conduite à gérer la zone euro, de l'Europe des 27 États membres, à partir d'une théorie philosophique irrationnelle et totalement fausse. Et le taux de change, qui représente le second prix de l'argent, permet de déterminer ce qui doit être produit en France et en Allemagne. Or, si la France a, par exemple, 70% de fonctionnaires supplémentaires pour 10 000 habitants que l'Allemagne, qui paie ce surplus de fonctionnaires. C'est évidemment le secteur privé français, qui rencontre un handicap supplémentaire de fonctionnaires. Cela correspond à environ 10 points du produit intérieur brut. La conséquence de cette situation, du handicap considérable des entreprises françaises, a été la destruction de l'industrie française, mais aussi italienne, espagnole, etc. Il n'est donc pas supportable de maintenir un taux de change fixe entre des pays qui ont désormais des productivités différentes. Le risque d'une prochaine crise financière serait donc situé dans la zone euro. Il est prévu que le monde économique fonctionnera selon leur loi des 20-80, ce qui signifie que 20% de la population suffira à assurer les richesses des oligarques, pendant que 80% des populations seraient devenues inutiles. Le projet serait donc d'intégrer les peuples devenus inutiles à l'économie dans un processus d'apathie totale par tous les moyens de propagande des moyens d'information. L'Allemagne aurait pris la décision suivante. La population allemande sera obligée de détenir un approvisionnement alimentaire individuel suffisant. La finance mondialisée renforce son pouvoir de domination, après chaque crise économique, en détruisant les démocraties encore existantes. Une bonne compréhension du système bancaire et monétaire permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes économiques. La monnaie en espèces, fabriquée par la Banque centrale européenne, facilite les échanges des biens et des services. La monnaie scripturale permet d'entreposer l'argent sur des comptes bancaires privés. Elle ne représente qu'une ligne de compte informatique dans ces banques qui sont des entreprises privées à but d'abord lucratif. Elles servent d'intermédiaires entre les divers acteurs économiques des États. L'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. J. Edgar Hoover, ex-patron du FBI américain. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas celui dans lequel nous croyons vivre. La collusion, c'est-à-dire une entente illicite, entretenue par les gouvernants, permet de cacher les connaissances par l'enseignement, de favoriser des maladies par les systèmes de santé, de cacher la vérité par des moyens d'information collaborationnistes, de piller les richesses par les moyens financiers, de créer la désunion par l'intégration.
Tout apparaît organisé pour qu'une minorité oligarque puisse contrôler de la manière la plus efficace possible la totalité des populations. Le traité en mode établit une convention définissant une interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fins hostiles, mais autorisées à des fins pacifiques et pour des tests de défense, sur sa propre population. Toujours les évasions fiscales. Aucun pouvoir, y compris celui de la justice, ne semble vouloir intervenir à l'encontre de la toute-puissante administration fiscale. Le silence y serait total, de leur part, en ce qui concerne les infractions commises dans le domaine fiscal. Ceux qui fraudent seraient les plus puissants, avec la complaisance, et peut-être la complicité des services fiscaux. Le ministère du Budget serait le mieux informé des dérives, en la matière. Cela concernerait une finance occulte et des fraudes organisées. L'opacité de ce ministère y serait totale, mais jamais sans influence. Or, lui seul aurait le pouvoir, non exercé, de transmettre les informations à la justice concernant ces informations sur les évasions fiscales. Les fraudeurs ne pourraient, par ce fait, être inquiétés par la justice, quand bien même elle en aurait la volonté. Et malheur à un quelconque juge, qui serait tenté, par la recherche d'une quelconque justice. Son sort serait vite organisé. Malgré les bonnes intentions, toutes les déclarations d'intention de vouloir modifier le système, il apparaît que rien de concret n'est toujours pas entrepris. Ce qui est appelé des schémas d'optimisation de la fiscalité sont des moyens de détournement de montants extravagants, d'une sophistication extrême, permettant de créer les conditions optimales de l'évasion fiscale. Le laxisme légendaire perdurera encore longtemps dans ce domaine. Il y aurait une parfaite connaissance des tricheurs, leurs noms et adresses seraient parfaitement enregistrés. Il serait ainsi plusieurs dizaines de milliers à ne jamais être inquiétés, d'aucune façon. Cette contrepartie pourrait-elle concerner les financements occultes des partis politiques ? Il y a, en l'occurrence, une banalisation de la fraude fiscale, délégitimant ainsi une quelconque lutte à son encontre, qui peut être expliquée de différentes façons, en faisant une totale abstraction du traumatisme causé aux citoyens, encore honnêtes par nécessité, sans autre alternative. S'il n'y a pas de justice fiscale, alors il devient impératif de tenter à frauder le fisc. Car, autrement, les citoyens honnêtes, s'il en reste encore, seraient considérés comme autant d'idiots. C'est l'égalité de tous et pour tous qui devient obsolète. La cohésion de la société humaine n'a plus lieu d'être, à chacun sa conscience envers la collectivité. Comment en arrive-t-on là ? À cause de l'endettement collectif, alimenté par le crédit et une dette toujours croissante. La dette publique a explosé. L'endettement collectif, à partir d'un certain niveau, devient une spirale infernale dont il n'est plus possible de s'extraire. C'est une course perpétuelle à l'emprunt continu, toujours grossissant. Les prêts consentis aux États, par les banques privées, sont sans risque, les contribuables sont toujours là pour assumer la dette. Au-delà d'un certain seuil d'endettement, les impôts ne servent plus qu'à rembourser les intérêts de la dette, qui elle continue à s'accroître. Au cours de l'histoire, les rois de France n'ont jamais remboursé leurs dettes, devenues exorbitantes. Leur souveraineté leur octroyait les pleins pouvoirs. La dictature a en fait changé de camp. Ce sont dorénavant les créanciers qui dictent leurs propres lois aux endettés qu'ils s'efforcent de maintenir dans leur carcan. Les banques centrales se sont ensuite désolidarisées des dettes étatiques. C'est enfin le néolibéralisme qui précipite la déréglementation des crédits. Les banques privées possèdent alors les pleins pouvoirs sans restriction ni contrôle. Alors qu'on continue à faire croire aux populations qu'il leur suffit de travailler, toujours plus, pour créer de la richesse et rembourser les emprunts. Dans la réalité économique, l'argent est créé, par les banques, à partir de rien. L'argent, qui à l'origine a été conçu comme un bien public, permettant de faciliter les échanges de biens et de services, comme l'air, l'eau, etc., est devenu un bien privé, que les banques privées se sont octroyées. C'est à partir de là que se sont développées les grandes puissances autonomes, imposant leurs dictats aux États qui perdent, de ce fait toute souveraineté.
Leurs privilèges deviennent exorbitants et exponentiels. Elles réalisent 95% de la production monétaire et dirigent ainsi les États. Cette situation a bien évidemment été volontairement instaurée. Elle permet à une poignée d'individus de pouvoir gouverner le monde. À chaque fois qu'une bulle se crée et le système aboutit immanquablement à la création de bulles économiques, les faillites privées, volontairement provoquées, sont remboursées par les impôts. On retrouve là aussi le recours à la collectivité qui devient responsable de l'irresponsabilité de ses dirigeants. C'est un extraordinaire casino où les créanciers restent perpétuellement gagnants, car ils sont devenus très habilement des services publics indispensables. Tous les citoyens deviennent tributaires de la dictature instaurée par les banques et perdent tous leurs précédents repères. Et le système est tellement habile qu'il instaure, auprès des citoyens, un sentiment de culpabilité collective permanente et perpétuelle, afin qu'ils n'aient pas la tentation de se rebeller. Il s'agit, bien évidemment là, d'un réseau de mise en esclavage des peuples. Tous les gouvernants de tous les pays sont de connivence avec cette situation. Les politiques d'austérité sont mises en place pour précipiter la précarisation des peuples afin qu'ils n'aient aucune possibilité de se soulever, jusqu'à quand? Jusqu'à la réalisation de régimes imposant leur dictature plus répressive encore? Les États-Unis maintiennent toujours leur pouvoir monétaire en créant l'inflation perpétuelle et en faisant dégringoler les États concurrents par des guerres très judicieusement orchestrées. Le peuple islandais a résolu ses problèmes économiques en dissolvant son gouvernement, en nationalisant ses banques. Il a également décidé de ne pas rembourser les dettes contractées par les irresponsables qui les dirigeaient. Un référendum populaire donne un non majoritaire au remboursement de la dette, par 93% des Islandais consultés. Une assemblée populaire constituante a été créée pour réécrire une nouvelle constitution, et ce, sans heurts ni violence. Cela s'appelle tout simplement une leçon de démocratie. Il ne faut pas s'attendre à ce que les moyens d'information européens en fassent état. Le silence est total à l'égard de cette situation exemplaire. Le Japon supporte une dette équivalente à 200% de son PIB. Son système économique s'achemine vers un effondrement, qui entraînera l'Europe, l'Amérique. En attendant, les économistes ont trouvé un nouvel Eldorado, qui s'appelle la protection de l'environnement. Des groupes économiques louent leurs abeilles pollinisatrices disparues aux États-Unis et en voie de disparition en Europe. Le prix de la nature peut être évalué. Les cyniques connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Les écosystèmes sont pollués, surexploités, démantelés. Les économistes font le calcul que plus les produits deviennent rares et plus ils deviennent chers et plus ils peuvent engendrer des profits. L'emprise géologique des humains est sans logique. La dernière crise de la biodiversité sur notre planète a eu lieu il y a 165 millions d'années, à cause d'une météorite. La crise d'extinction des espèces est actuellement de la même intensité et seul l'humain en est la cause. Une biobanque a été créée aux USA. Son rôle est de préserver l'espace vital d'une variété de mouches contre rémunération. La protection des espèces est désormais entre les mains des banquiers. Des actions, animaux ou végétaux, sont en vente, ainsi que leurs habitats naturels. Il suffisait d'y penser. Dans les faits, la solution consiste à vendre des actions à un entrepreneur susceptible de détruire un habitat préservé. La spéculation se fait sur certaines espèces au détriment des autres. C'est aussi le cas des OGM et des céréales hyperproductives. Tout dans la nature va pouvoir devenir un capital d'investissement. Une valeur intrinsèque sera bientôt attribuée à tous les éléments de la nature qui représenteront un actif financier. Le marché, Matrix, des écosystèmes est né. Des fonds d'investissement se chargent de donner les valeurs à attribuer. Des forêts primaires, encore existantes, sont ainsi évaluées. La logique de cette solution est particulièrement perverse, puisqu'elle permet aux grands groupes financiers d'acheter les droits à détruire. La taxe carbone avait déjà permis cette dérive. Ce sont en fait des permis de polluer et des permis de détruire. C'est, pour les grands groupes financiers, une prochaine opportunité d'instaurer de nouvelles sources de profit.
Ce n'est pas un hasard si l'on découvre le nom de Goldman Sachs associé à ce type de spéculation. The Nature Conservancy y est associé. Est-ce vraiment un hasard? Est-ce aussi un hasard que son directeur général est un ancien haut responsable de cette banque? L'Europe est aussi dans la ligne de mire. 50 000 lobbyistes s'y sont déjà à pied d'œuvre, afin de pouvoir exercer des pressions sur les organes politiques européens. Les multinationales sont sur les rangs. Les Nations Unies participent activement à ces dérégulations de la nature. Ils ont tout simplement décidé de privatiser la nature pour les profits des géants économiques et financiers. Le système est prévu pour fonctionner selon le même schéma que celui de la compensation carbone. C'est-à-dire que celui qui engendre une certaine quantité de rejet de dioxyde de carbone achète un papier lui permettant de le faire, puisque ce document stipule qu'un équivalent d'absorption de même volume que cette dioxine existe ailleurs sur la planète. Les pollueurs sont ainsi accrédités de pouvoir continuer à polluer, en toute quiétude. Il y a du souci à se faire, pour la nature. Le cynisme des hauts responsables économiques et financiers n'a pas de limite, ils sont prêts à tous les génocides, pour assouvir leurs prétentions, les laisser agir est à la fois criminel et suicidaire. Des destructeurs. Ils détruisent les emplois, ils détruisent les États. Les systèmes économiques sont financiarisés. Qu'est-ce que cela signifie? Des énormes changements de stratégie permanente, concernant les priorités au sein des entreprises. Leur priorité est devenue une rémunération excessive de leurs actionnaires. Les conséquences en sont extrêmement ravageuses. Il y a seulement 5 années, les entreprises reversaient environ 30% de leurs bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires. C'était la règle du jeu qui permettait de rémunérer la confiance donnée par des personnes privées, qui leur avaient confié leurs capitaux en achetant des parts dans leur entreprise. Maintenant, les dividendes dépassent souvent les 50% des bénéfices. Les entreprises qui ne s'alignent pas sur cette règle voient immédiatement la valeur de leurs actions chuter considérablement. Les grandes sociétés, cotées en bourse, sont particulièrement sensibles à ce mécanisme. Chacune des entreprises se voit dans l'obligation de suivre cette tendance. Il est en tout cas de bon ton de jouer le jeu. C'est un jeu particulièrement dangereux, car ces entreprises ne réinvestissent plus suffisamment ou plus du tout. C'est une conséquence catastrophique pour les emplois. Les entreprises n'embauchent plus. Elles ont même la tentation de supprimer du personnel, elles appellent cela « rationaliser » les emplois. Cela fortifie leur positionnement chez les actionnaires et valorise leurs actions. Il s'agit en fait d'une situation de leurre, pour les employés auprès de qui elles exigent toujours plus de rendement. Les déficits actuels d'investissement sur l'emploi auront de gravissimes répercussions pour les années à venir. Ce sont les actionnaires qui, actuellement, dirigent le système économique. Leur pouvoir ne s'arrête pas là, ce sont eux qui décident de la rémunération accordée aux dirigeants. Mieux les patrons rationalisent et plus ils sont rémunérés. Les 3 pays qui, dans le monde, rémunèrent le mieux leurs actionnaires par des dividendes extravagants, sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les grands patrons des grosses entreprises touchent plusieurs millions d'euros en salaire fixe, par an. Mais cela ne leur suffit pas. Les grands patrons de ces grands groupes ont en plus des suppléments en salaire variable et aussi d'énormes tranches d'actions. Et, si par hasard, un de ces patrons venait à être remercié, c'est par un chèque de 3 millions d'euros, plus 250 000 euros mensuels, par exemple, pour ne pas être tenté de se rendre chez un groupe concurrent. Pour parvenir à ce résultat, la finance, qui a pris le pouvoir, impose ses méthodes. Cela consiste à augmenter, toujours davantage, la pression sur les salariés. Un employé sur 5 ne parviendrait plus à faire face aux exigences de charge de travail, sans cesse toujours plus importantes, et nombreux sont ceux qui finiraient par se suicider. Les catastrophes sociales sont irréversibles. Lorsque ce sont les actionnaires qui décident, à la place ou en complicité avec les patrons, l'entreprise peut rapidement péricliter. Ils exigent des profits, à tout prix, immédiatement, et cela n'est pas sans conséquence.
Ils n'hésitent pas à démanteler pour pouvoir obtenir toujours plus de profit. Ils ne décident plus aucun investissement dans la recherche qui permettrait d'assurer l'avenir. Les emplois de chercheurs et de techniciens sont sacrifiés. Ces emplois sont considérés non rentables immédiatement. Les restructurations succèdent aux restructurations. Les plans sociaux succèdent aux plans sociaux. Pendant que les bénéfices régressent, en raison de la conjoncture, les dividendes versés ne cessent d'être augmentés, cela s'appelle de la prédation. Les intérêts des patrons s'alignent avec ceux des actionnaires. Pendant les 40 dernières années, en France, les dividendes, qui correspondaient à 50% des investissements, représentent, maintenant, 150% des montants alloués aux investissements. Les entreprises sont sacrifiées. Pourquoi ? Il convient de comprendre qu'il y a les petits actionnaires privés et les grands groupes qui détiennent le principal des parts dans ces modèles d'entreprise. Ce sont justement les grands groupes qui décident des plans d'action de chaque entreprise. Ils ont justement décidé de réduire l'empreinte industrielle en Europe. Cette option permettra de dégager de la trésorerie, d'une part, et de donner confiance aux investisseurs, spéculateurs. Or, pour contrebalancer ces modèles de plans, les dirigeants politiques versent des aides publiques de l'État à ces entreprises. Le crédit impôt recherche, le crédit impôt compétitivité emploi, en sont deux exemples. Ces impôts, pris dans la poche des imposables, sont octroyés pour créer des emplois. Les dirigeants politiques appellent cela des marges de manœuvre, devant permettre de sauver des emplois en France. Cependant, il y a pire, les fonds d'investissement. Ils détiennent des actions partout où ils peuvent en acheter. Pourtant, ces acteurs financiers de premier rang s'inquiètent. Ils ont constaté que les entreprises favorisent les dividendes au détriment des investissements. La conséquence en est connue, l'entreprise est alors, inévitablement, mise en péril. La recherche du rendement, à court terme, conduit inexorablement à la catastrophe. Les objectifs à atteindre sont constamment réajustés. La pression des objectifs provoque tous les excès. Les objectifs devenant irréalisables, des pressions sont alors exercées. Tous les excès de management sont envisagés pour parvenir aux résultats escomptés. Tant pis pour les dégâts occasionnés sur les employés. Les mauvais doivent être dévalorisés, éliminés par burn-out, en français, épuisement professionnel. On appelle cela, très pudiquement, de la souffrance au travail. Lorsqu'une entreprise est fichée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour les arrêts pour maladie professionnelle, celle-ci interagit pour faire supprimer les arrêts considérés comme intempestifs. Une alerte est alors signifiée à l'entreprise concernée, pour risque professionnel, trouvant son origine dans les conditions d'organisation du travail. Comment une entreprise peut-elle en arriver là? C'est très simple. Il a suffi que pour réaliser de très gros profits, un patron ou un actionnaire, majoritaire, décide de vendre l'entreprise au plus offrant. Le plus offrant, c'est évidemment une banque d'affaires comme Goldman Sachs, par exemple, mais il y a aussi les fonds d'investissement américains qui réalisent ce type d'opération. Les nouveaux actionnaires, majoritaires, sont américains, mais ils n'ont pas investi leur argent. Ils ont fait un montage financier, avec des emprunts devant être rentabilisés. Les financiers appellent cette opération un LBO. Cela signifie l'acquisition, à crédit, d'une entreprise. Le remboursement du crédit se fait à partir des bénéfices réalisés par l'entreprise. C'est sans risque pour l'emprunteur qui reçoit les intérêts de l'emprunt et les dividendes qui lui sont dus. Par contre, pour l'entreprise qui fonctionnait parfaitement bien jusque-là, c'est la Bérésina. La conséquence d'un cumul de dettes et de dividendes entraîne un détournement, à des fins spéculatives, qui mettent en très grand danger les entreprises victimes de ces opérations financières. C'est ainsi que les banques américaines entraînent les entreprises européennes à la faillite. Il est bien évident que dans ce type d'opération crapuleuse, les petits actionnaires privés sont totalement dépouillés de leur avoir. Lorsque les vautours sont à la tête d'une entreprise, elle n'a plus aucune chance de s'en sortir.
Si les petits actionnaires perdent leur mise, ils ne sont pas les seuls perdants. Les employés se retrouvent sans emploi, avec toutes les catastrophes économiques et familiales que cela entraîne. Les déficits engendrés par ces opérations financières crapuleuses sont réglés par les impôts. La totalité de la population est ainsi impliquée et mise à contribution, directement ou indirectement, par les conséquences globales sur l'économie nationale de chaque État concerné. Les salariés qui perdent leur emploi essaient de réagir, mais le combat n'est pas rationnel. Derrière ces grands groupes financiers qui ruinent les entreprises européennes se cachent les gens les plus influents de la planète. Des régions entières sont ainsi plongées dans la précarité de leurs habitants. Le schéma est toujours le même. Les entreprises, qu'elles soient saines ou pas, sont achetées par ces systèmes économiques qui les rationalisent et les restructurent. Le système mis en place se résume à 3 volets. Aucun plan social n'est entrepris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord préalable avec les employés devant être licenciés par des paiements d'indemnités, tels que prévus dans la loi en France. Pour éviter ce plan social, il suffit à ses dirigeants de trouver un repreneur. L'entreprise est alors rachetée pour un euro symbolique. Or, ce repreneur va toucher des subventions d'État, pour lui faciliter la tâche, et ce sont plusieurs millions d'euros qui lui sont ainsi accordés. C'est évidemment cette perspective qui permet de trouver des volontaires prêts à devenir managers. Et celui-là va tout simplement orienter l'entreprise vers un autre projet de réalisation, pour lequel les employés ne sont pas formés, et la catastrophe entrepreneuriale est vite réalisée. C'est alors la faillite qui est prononcée. Or, la faillite permet de licencier tous les employés aux seuls frais de la collectivité. Les responsables de cet imbroglio économique n'ont donc pas à payer aucune indemnité que ce soit aux salariés perdant leur emploi. Ces responsables, les magouilleurs américains, ont entre-temps revendu leurs actions pour pouvoir réaliser leur plus-value. C'est alors en milliards de dollars que se réalisent ces types de transactions. La plus-value s'élève souvent de 10 à 15 fois la mise de fonds. Parce que le nom d'une marque est souvent prestigieux et c'est cela qui est revendu à l'autre bout de la planète avec cette plus-value faramineuse. Tout est parfaitement orchestré dès le départ. Aucun des responsables de l'opération économique n'est atteignable sur un plan juridique. Aucune preuve ne peut être établie sur le montage financier ainsi réalisé. Et si, par hasard, une banqueroute frauduleuse a pu être démontrée, c'est au repreneur de porter le chapeau, celui qui a touché les subventions et qui a déclaré l'entreprise en faillite. C'est le seul dindon de la farce envisageable. Il lui suffit d'avoir un bon avocat. En effet, pour obtenir des preuves du montage financier des intervenants américains, c'est un autre combat. Il y faudrait beaucoup de moyens financiers, de bons avocats, et plusieurs années de procédures judiciaires. Cela n'est pas impossible, mais c'est aux États-Unis que cela va se dérouler. Les fondateurs de ces magouilles entrepreneuriales sont, entre-temps, devenus de hauts responsables politiques extraordinairement puissants, envers lesquels rien n'est envisageable. Ce système économique est parfaitement rodé, il a été mis en œuvre sur un très grand nombre d'entreprises aux USA. Des centaines de milliers d'Américains ont été ruinés de cette façon et mis à la rue, sans autre forme de procédure. Les protagonistes de ces procédés sont surreprésentés par des cabinets d'avocats spécialisés dans ce type d'action. Des prescriptions évasives sont ensuite établies par les tribunaux américains. Les dossiers sont alors clos. Un silence assourdissant est organisé par tous les protagonistes, injoignables, pour quelle enquête d'investigation que ce soit. Pour toute réponse, il pourra être obtenu que les responsables ont à chaque fois été exonérés de toute responsabilité et toute revendication n'a donc aucun fondement et est, de ce fait, injustifiée. Même si toute la filière a pu être reconstituée et les responsables des montages ont tous été identifiés. Tout a été organisé par des voyous, pour des voyous inatteignables, tout à fait conscients des pratiques illicites de chaque responsable et intervenant. Ils n'ont aucun état d'âme pour les personnes qui l'ont mis dans le dénouement le plus total.
Cela ne fait pas partie de leurs préoccupations. Les banques et les fonds d'investissement de l'Amérique du Nord sont surpuissants. Le mode opératoire permettant à des voyous de s'enrichir tout en fermant des entreprises en Europe est le même à l'égard des États européens. Pour obtenir les prêts dont les États européens ont besoin pour pouvoir continuer à faire fonctionner leurs services publics, pendant la crise économique, ils doivent faire intervenir 3 institutions. Le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Cette troïka leur impose en échange des mesures draconiennes d'austérité. Les décisions sont prises par des hauts fonctionnaires, totalement indépendants et hors de tout contrôle. Les décisions d'austérité prises à l'encontre des États surendettés provoquent des effets tout à fait contraires à ceux annoncés. La troïka contrôle l'attribution des plans d'aide. Un calendrier des réformes à entreprendre est alors établi, qui doit être respecté, pour que les provisions puissent être accordées. Il s'ensuit des réductions draconiennes, pour les pays concernés, qui touchent des domaines comme la santé, l'éducation et tout le tissu social. Les mesures prises par ces hauts fonctionnaires apparaissent particulièrement opaques et négligent les impulsions de croissance fournies par les pays impliqués. Cette organisation, totalement illégitime, est dépourvue de transparence et de tout contrôle démocratique. En fait, les aides ne sont accordées que lorsqu'elles correspondent à des réformes favorables au domaine financier du marché. Un Memorandum of Understanding est établi avec l'accord des gouvernements concernés pour les aides économiques accordées. Ce protocole d'accord détermine les directives correspondantes. Les plans de sauvetage avaient pour mission de sauver les États de leur surendettement. Or, les dettes publiques ont été bien plus élevées à la suite de ces plans. La récession économique s'est accentuée provoquant un effondrement du système économique de ces pays. Les populations se sont retrouvées en situation de grande détresse sociale. L'émigration devient la seule solution pour les millions de sans-emploi. L'Australie et le Canada sont souvent les pays de destination. C'est la fuite des cerveaux et de la main-d'œuvre la plus qualifiée, avec les conséquences imaginables pour l'avenir de ces États européens. L'émigration atteint jusqu'à 40% de la population dans ces États concernés. La politique de la Troïka aurait consisté à déstabiliser le marché financier des États mis sous leur contrôle. Ils ont, par ce fait, créé une dette permanente devenue impossible à rembourser. Ils ont aussi mis les nations européennes en concurrence entre elles. Ils ont tout simplement agi de la même manière que les financiers américains pour la crise occasionnée par les subprimes. Il est possible d'appeler cela un crime contre l'humanité. C'est une guerre économique dirigée contre les peuples. Sous prétexte d'aider les populations, d'énormes sommes d'argent ont été versées aux banques étrangères, françaises et allemandes, établies dans ces États. Les hauts responsables n'ont pas hésité à modifier des règlements, comme ceux du FMI pour permettre les montages financiers, en dehors de toute logique. Ils ont également usé de leur pouvoir pour avilir les dirigeants récalcitrants à leurs exigences. La procédure a aussi été très opaque. Le traité de Maastricht a lui également été modifié pour permettre les procédures. Plusieurs dizaines de milliards d'euros ont ainsi pu être attribués aux banques françaises et allemandes. Les remises de dettes, non effectuées, ont eu de très lourdes conséquences. Les responsables savaient, par avance, que cette procédure allait avoir de graves répercussions sur le tissu social des États. L'avenir des populations a été sacrifié pour le seul profit des marchés financiers des États membres. Ils savaient à l'avance qu'ils entraînaient les populations européennes dans une misère profonde et irréversible. Toutes les classes moyennes se sont retrouvées dépourvues de couverture sociale. Ils n'ont plus accès au système de santé publique. La plupart des familles sont tombées en dessous du seuil de pauvreté. Des centaines de milliers de morts prématurées ont été la conséquence de ces programmes. Les rues commerçantes des villes se sont vidées de leurs acheteurs et vidées de leurs marchands. Les politiques d'austérité, menées par les États impliqués ont conduit au déclin économique de ces États. C'est volontairement que la situation économique a été aggravée.
Le fonctionnement d'une économie est simple. Une économie nationale fonctionne par la dépense des acheteurs en faveur des recettes des vendeurs. Les achats des ménages deviennent les recettes des entreprises. Les salaires versés par les entreprises sont les recettes des ménages. Les impôts des entreprises et des ménages deviennent les recettes du pays, c'est-à-dire de l'État. Toutes les recettes de l'État sont les recettes des entreprises et des ménages. Cette redistribution se fait selon différents critères d'exigence d'équité ou de nécessité élaborés par les gouvernements. Aussi, n'est-il pas possible que tous puissent économiser dans le même laps de temps? Économiser consiste à encaisser plus d'argent que les besoins de le dépenser ne l'exigent. Ce système peut le permettre si d'aucuns dépensent plus qu'il ne gagne par les emprunts. Or, si tout le monde veut encaisser plus d'argent qu'il n'en dépense, et que plus personne ne veut s'endetter, les revenus de tout le monde baissent. C'est alors l'effondrement du système économique. C'est justement ce paradoxe de l'épargne qui provoque la crise actuelle des États européens. Pourquoi est-ce fait ainsi puisqu'on en connaît les conséquences? Tout simplement parce que chacun regarde ce qu'il y a dans son assiette, en évitant de savoir que celle de son voisin reste irrémédiablement vide, cela s'appelle l'hypocrisie des prétentieux. Avec l'activité économique qui disparaît, c'est toute l'organisation sociale de la société qui explose. Les plus démunis n'ont plus aucun accès aux soins médicaux et meurent de maladie dans une totale indifférence. Les hôpitaux sont restructurés et un hôpital sur 2 est définitivement fermé. Il n'y a plus suffisamment de médecins en exercice pour soigner les personnes. Dans les entreprises, les conventions collectives sont supprimées. Les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs, les chômeurs et autres sans emploi sont précarisés, désorientés et se suicident en masse. Les morts résultant de ces conséquences se comptent par centaines chaque semaine. Cela entraîne évidemment des événements en cascade qui déstabilisent le synchronisme étatique. Les autorités locales, devenues incompétentes, comptent sur le bénévolat de certains et sur la solidarité des autres pour pouvoir enrayer ce processus inexorable. La Troïka connaissait à l'avance quelles seraient les conséquences de ces plans de restructuration économique. Leur idéologie est simple, elle s'appelle un génocide volontairement organisé. L'austérité est devenue une arme de destruction massive, par l'autoritarisme et les abus de pouvoir des autorités directrices. Tous les acquis sociaux sont supprimés au nom de la rentabilité. Les entreprises doivent avoir le droit de licencier quand ils le décident, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Le système économique est planifié. C'est, tout simplement, le retour au Moyen Âge. Au nom de la redynamisation de l'économie des pays, des édifices publics et des secteurs publics sont livrés aux spéculateurs privés. Ils sont en fait bradés à des tarifs insignifiants par rapport à leur vraie valeur. Les richesses des pays sont ainsi spoliées, sans qu'aucun des autres États membres de l'Union européenne ne manifeste une quelconque réprobation. Sous le prétexte du remboursement de la dette, les vampires s'abattent sur les dépouilles. Tout ce qui représente les richesses des pays est liquidé aux investisseurs étrangers. Les populations sont tenues à l'écart de toute information sur ces procédures. Ce sont les mêmes voyous qui ont ruiné les entreprises qui ruinent également les États européens. Tout est parfaitement organisé pour anéantir les États européens. Ce sont les fonds de pension américains qui achètent à très bas prix les actions des banques des États mis en grandes difficultés économiques par la Troïka. La boucle est bouclée. Tout a été parfaitement orchestré par la Troïka, y compris par une corruption des dirigeants du moment, dans les pays concernés. Tous les hauts responsables politiques des États membres sont redevables de cette gabegie. Ils jouent au Monopoly sur le dos des peuples. Aucune réforme d'une philosophie macroéconomique, ni de son contenu microéconomique, ne pourra jamais être réalisée favorablement par les futurs gouvernants de ces États pillés. Un exécuteur patenté. Il aurait, pendant 20 ans, permis le licenciement de 1000 personnes, parfaitement consciencieuses dans leur travail, mais qu'il fallait absolument extraire de leur entreprise, pour un souci de rentabilité économique.
Il utilisait toutes les procédures abusives mises à sa disposition, y compris envers les représentants syndicaux normalement élus pour représenter et sauvegarder les intérêts des employés. Il s'agissait tout simplement d'un directeur des ressources humaines. Son objectif était de supprimer toute personne devenue indésirable par le patron de l'entreprise où il officiait. Les conséquences de ces actes l'indifféraient complètement. Il savait être très grassement rémunéré par les entreprises qui l'utilisaient à tour de rôle pour réaliser les mises à mort économiques des patients désignés. Il se savait excellent dans ses opérations. Les méthodes utilisées ne permettaient aucune rébellion de ses victimes. Il était recruté pour réduire les effectifs des entreprises, telle était sa spécialité reconnue. Sa tâche était de faire disparaître les salariés désignés sans laisser de traces ni d'indemnité de licenciement. Il certifie avoir pratiqué ce travail pendant 22 années. Ses employés étaient des multinationales automobiles, pharmaceutiques, électroniques, etc. Il se disait aussi « mangeur de transition » pour des missions de courte durée, sans plan social prévisible. Toutes ces actions étaient basées sur une totale illégalité et immoralité, et en totale impunité, puisque soutenues par toutes les hiérarchies qui utilisaient ses compétences. Sa rémunération moyenne se serait élevée à 20 000 € mensuels. Sa formation professionnelle aurait été celle d'un ancien engagé militaire de haut rang et d'ingénieur qui était sorti des plus hautes écoles économiques à l'étranger. Ces techniques cyniques de licenciement consistaient à broyer la conscience individuelle de la personne qu'il convoquait. Il inventait d'abord un dossier, complètement imaginé mais crédible selon les fonctions de chacune des personnes convoquées. Il suffisait ensuite d'exagérer un fait mineur afin d'en amplifier les conséquences, par un scénario parfaitement réalisé, permettant de justifier le licenciement immédiat de la personne qui aurait ainsi, par son comportement inventorié, porté une atteinte irrévocable à son entreprise qui utilisait ses compétences jusque-là. Un directeur financier, au devenir prometteur, aurait fait les frais des agissements de ce serial killer. Un simple courrier lui aurait précisé qu'il était convoqué à un entretien préalable, qui tenant compte de la situation, lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure. Cela lui signifiait de devoir quitter son entreprise d'une façon immédiate, pour un acte particulièrement grave. Aucune explication précise ne lui aura été signifiée, en dehors de devoir quitter son entreprise dans les 10 minutes qui suivent. La violence d'une telle décision a pour objet de couper court à toute discussion possible par l'émotion suscitée. Les méthodes étaient parfaitement rodées, et les collègues de travail deviennent aussitôt terrorisés et sans réaction par la violence de tels actes, pouvant aussi leur arriver. Les entretiens de licenciement qui s'ensuivent ne sont pas clarifiés, restant volontairement dans le flou et sans fondement, en évoquant des inconsidérations de la part de ses collègues de travail, d'un manque d'intégration dans l'entreprise. Heureusement, les prud'hommes, après une longue bataille juridique, ont statué sur un licenciement abusif. Toutefois, la réintégration dans l'entreprise n'est que très rarement effective. La notation des salariés, bien que légale, permettrait aussi les licenciements abusifs. Il suffit au manager de sous-évaluer certains employés dont il désire se débarrasser pour des mesures productivistes. La sous-notation forcée ferait partie de la panoplie des liquidateurs, des personnels salariés. Son premier objectif est de maintenir les salariés sous une pression constante et aussi à ne plus avoir à justifier d'éventuels licenciements programmés. Des quotas seraient ainsi déterminés en fonction des nécessités de management, permettant de supprimer ou renouveler le personnel. Une pression serait également appliquée sur les managers afin qu'ils établissent ces quotas irréguliers et illégaux. Les syndicalistes, malgré leur statut de salariés protégés, seraient les proies immédiates, quelle qu'ait pu être leur ancienneté, et leur précédente notation faisant suite à d'excellents rapports de compétences. Le cas des futurs candidats à des initiatives de syndicalisme sont irrémédiablement et immédiatement réglés. Aucun fait n'est jamais répertorié, seules des allégations, généralement futiles et invérifiables ni contrôlables, parfois calomnieuses, seraient ainsi mises en évidence dans les procédures de licenciement qui suivent les rapports de compétences.
Les processus de classement des employés seraient les principaux vecteurs d'instabilité et d'atteinte physique par une sous-notation volontaire. Ce sont les entretiens individuels d'évaluation qui ont permis toutes ces pratiques illicites. Des dossiers sont donc préparés à l'avance, pour devenir préjudiciables aux salariés désignés. Les plans sociaux cachés font également partie de la panoplie des tueurs en série. Ils consistent à dégraisser les effectifs de l'entreprise année après année, de façon très discrète. Ils sont aussi appelés des licenciements, au fil de l'eau. Des objectifs de réduction d'effectifs y seraient ainsi instaurés au cours des réunions de managers. D'excessives pressions sont donc organisées, en provoquant les fautes par des objectifs inatteignables, pour contraindre à la démission forcée, les éléments désignés au licenciement. Ces méthodes s'appellent du harcèlement. Des managers ayant refusé d'utiliser de telles méthodes ont simplement été licenciés pour faute grave. Le milieu de l'emploi est ainsi devenu un lieu de rapports sociaux d'une violence extrême où les directeurs des ressources humaines seraient tout simplement devenus inhumains. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo Livre Amazon dans la page d'accueil de notre site internet lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.